Eh bien, bonsoir et bienvenue dans mes causeries avec Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Alors Pascal, dans ce neuvième numéro, nous allons parler des hommes volants au sens large, de l'homme papillon, l'homme mythe, quoi. Voilà, tu vas continuer à aborder toutes ces légendes urbaines, pas si légendaires que cela, hein, finalement, parce que tu as beaucoup de témoignages et de documentation. Donc aujourd'hui, on va parler de ces bestioles-là. Absolument. Bon, c'est vrai que moi je m'intéresse à la cryptozoologie depuis déjà pas mal de temps, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à la cryptozoologie. Alors il faut quand même peut-être expliquer aux gens ce qu'est exactement que la cryptozoologie. La cryptozoologie, c'est formé à partir de deux mots. Le mot zoologie, bien sûr, que tout le monde connaît, et le mot cryptos, qui veut dire en grec caché. Donc ce sont ces créatures qui restent dissimulées, on va dire, à la vue des scientifiques traditionnels, mais dont on a des témoignages de leur existence. Alors également, on peut avoir des traces au sol, des empreintes. On peut avoir aussi des poils non répertoriés ou d'autres choses, même des excréments, hein, qui font qui nous amène à penser que, bien sûr, que ces créatures existent vraiment, mais on n'a jamais pu capturer aucun spécimen. C'est pour ça qu'on les appelle des créatures cachées qui restent dissimulées jusqu'à ce que un jour ils arrivent bien sûr à venir à la connaissance du grand public, et ça a été le cas par exemple de l'okapi, hein, puisque l'okapi, on disait que c'était un animal qui tenait aussi bien de la girafe que de la gazelle, et on pensait que c'était une créature imaginaire jusqu'à ce que on arrive à photographier les premiers okapis, à en capturer, et voilà. Et puis maintenant, tout le monde sait ce qu'est un okapi. Voilà. Alors Pascal, j'en profite juste pour te poser une question sur un autre terme qui est aussi utilisé, et peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer la différence, c'est la tératologie. Donc quelle est la différence entre la tératologie et la cryptozoologie? Ça n'a rien à voir en fait. Parce que la tératologie, c'est l'étude des monstres, c'est ça? Oui, Et ça des peut être monstres imaginaires. ça peut être les dragons, ça peut être tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes, parce que le cryptozoologue, lui, il pense que ces créatures existent bel et bien, si tu veux. Et ce sont des animaux qui demeurent dissimulés, puis qui doivent un jour être découverts. Pourtant, tu sais que les musées regorgent de cornes de licorne, par Oui, exemple. certes, certes, mais alors je vais te dire, tu as les bestiaires médiévaux qui parlaient des licornes comme d'animaux presque courants, hein. Pour eux, ils ne faisaient nul doute que les licornes existaient, hein, mais C'est pour ça que je te posais cette question entre cette frontière entre la cryptozoologie et la tératologie, c'est-à-dire qu'elle peut à un moment donné être très mince. j'aimerais bien que ça existe, les licornes. Franchement, j'aimerais bien. Mais je pense pas, franchement, qu'on arrive un jour à mettre la main sur une licorne. Ça reste du domaine du légendaire, purement du légendaire. Les dragons, c'est pareil. Euh, les dragons qui crachent le feu, bon, je pense pas qu'un jour on puisse trouver un dragon. Ça restera toujours du domaine de la légende. Alors que les cryptides, hein, ce sont des animaux, enfin des créatures même, parce qu'attention, dans les cryptides rentrent aussi les fameux hommes sauvages, hein. Et les hommes sauvages, c'est très difficile de les classer, parce que ils se déplacent d'une manière bipède comme les hommes. Ils ressemblent d'ailleurs, ils ont un aspect humanoïde, et en même temps ils ont un aspect assez simiesque, assez bestial. Donc, va les classer. Ouais. Dans quel domaine est-ce qu'ils rentrent? C'est assez très difficile. La problématique homme sauvage, c'est très particulier, hein, très particulier. Donc, mais ça, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, j'ai travaillé aussi sur les hommes sauvages, sur le Bigfoot, la Mastie, le Yeti, etc. On peut aussi dire, d'ailleurs, à ceux qui nous écoutent, qu'il y a eu des hommes sauvages en France.
Il y en a eu, hein. Mhm. Il y en a eu dans les Pyrénées, il y en a eu dans les Alpes, et ils ont disparu à une époque, somme toute, relativement récente. Mais là, il s'agirait, d'après ce que je crois, davantage d'hommes de Néandertal reliques qui auraient perduré jusqu'à une époque relativement récente. Voilà. Bon, de toute façon, D'accord. ça, tout ça pour dire que je me suis intéressé à la cryptozoologie. Donc, dans les hommes volants, on a des témoignages qui nous font penser que il y a eu et il y a peut-être encore, hein, de nos jours. D'ailleurs, j'ai trouvé des cas assez récents d'hommes volants. Alors, qu'est-ce que c'est que ces créatures? C'est un grand mystère, mais toujours est-il qu'on a une foultitude de témoignages à leur sujet. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler des hommes volants, eh bien, figure-toi, c'était ma grand-mère maternelle qui m'en a parlé. Ma grand-mère maternelle qui était née en 1903, qui est décédée depuis 1990. Et quand j'étais enfant, elle me racontait une histoire qui m'avait marqué. Elle me l'a raconté d'ailleurs plusieurs reprises. Elle était à l'époque à Paris. Alors, ma grand-mère était villefranchoise, elle était avéronaise, mais elle était montée avec sa mère à Paris pour du travail, je ne sais plus à quelle occasion. Et toujours est-il que à Paris, elle avait assisté à un phénomène de foire. On avait présenté à la foule donc un couple d'hommes volants, d'hommes oiseaux, hein, carrément, qui était gigantesque. Elle m'a dit, ma grand-mère, qui devait mesurer entre 4 et 6 mètres de haut. Ça te laisse voir les sujets, les phénomènes que c'était. Et ils avaient une tête humaine. Ce qui avait frappé aussi ma grand-mère, c'était le cou qui était démesuré. Et par contre, ils avaient des ailes et un plumage blanc. Ça, elle s'en souvenait parfaitement bien. Alors, il faut savoir aussi que d'après ma grand-mère, pour elle, il ne faisait aucun doute que ces êtres existaient véritablement. Hein. D'ailleurs, ma grand-mère, elle n'était pas du genre à raconter des bobards, des histoires, et elle était persuadée qu'elle avait bien vu un couple donc d'hommes oiseaux. Alors, ils étaient présentés par le montreur de foire comme des êtres venant d'une autre planète. Alors, ce qu'il y a d'assez aussi remarquable dans ce témoignage, c'est que ils avaient l'air très tristes, tous les deux, et ils sont morts très rapidement. On va dire que le mâle, il est mort, d'après ma grand-mère, je crois que c'était au bout de 2 jours, et la femelle avait suivi très peu de temps après. Et elle expliquait aussi, ma grand-mère, elle les avait vus lorsqu'ils dormaient, ils repliaient leurs ailes sur eux pour dormir. Donc elle m'a donné pas mal de détails. Pour moi, il est hors de question de remettre en doute la sincérité du témoignage de ma grand-mère. Elle a vraiment cru vraiment ce qu'elle a vu. Alors moi, par contre, j'ai pensé qu'on avait pu l'abuser avec un habile montage, mais bon, même ça, c'est difficile à admettre parce que faire une créature qui avoisine les 6 mètres, c'est pas simple. Surtout à l'époque, on est en 1920, il faut pas l'oublier. Donc au niveau des effets spéciaux, c'est pas évident à cette époque-là. Donc faire des créatures de pratiquement 6 mètres de haut. En plus, d'après ma grand-mère, ils étaient parfaitement bien proportionnés, à part le cou qui était démesuré. Donc s'ils étaient parfaitement bien proportionnés, on a du mal à imaginer même des individus montés sur des échasses, des choses de ce type. Et en plus, pourquoi est-ce qu'il serait mort au bout de 2 jours seulement? Si c'est le Mhm. gagne-pain du montreur de foire, pourquoi se priver d'une manne d'argent au bout de 2 jours seulement? Mhm. Oui. C'est un témoignage dur à avaler, je le conçois. Hein. C'est difficile de croire à une telle histoire. Mais après y avoir réfléchi maintes fois, je me dis, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et de toute façon, après, dans les autres témoignages que je vais te livrer, ben, tu vas voir que il y a des choses aussi étranges que l'histoire qu'a pu me raconter ma grand-mère. Ça, c'est Mhm. une évidence. Est-ce que tu t'es renseigné si, anatomiquement parlant, des créatures de 6 mètres comme ça seraient en capacité de voler, de planer? Je n'émets pas de doute, mais le fait de voler pour pouvoir brasser suffisamment d'air,
tous ceux qui s'y sont aventurés, Léonard de Vinci le premier, ils n'avaient pas le mouvement assez rapide pour pouvoir créer le vortex d'air qui permet tu vois, de décoller. Tu pars du principe que ce sont des humains qui veulent s'exercer à ce genre d'exercice. Un être humain, bien sûr, lui, n'est pas adapté à ça et il n'aura pas les mouvements qu'il faut pour faire un vol comme un oiseau ou comme une chauve-souris, naturellement. Mais les êtres dont nous allons parler, eux, ils sont habitués à ça apparemment, puisque on a des témoignages dont je vais en rappeler d'ailleurs quelques-uns qui sont tout à fait ahurissants. Alors, par contre, avant de me lancer dans ces témoignages que j'ai retrouvés, j'aimerais préciser une chose. C'est que dans les temps anciens, euh, on a décrit des créatures moitié humaines, moitié oiseaux. Et ça commence déjà dans la mythologie grecque, parce que les sirènes au départ, bon, on a l'image bien sûr d'une femme dont la partie supérieure est humaine et la partie inférieure c'est une queue de poisson, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Et au temps des Grecs, au temps de la Grèce antique, les sirènes avaient un corps d'oiseau avec une tête de femme. Et elles vivaient sur des rochers au bord de la mer, mais nullement dans l'eau. Hein. C'était vraiment des êtres moitié oiseaux, moitié humains. Donc on avait déjà si tu veux, cette tradition dans la mythologie grecque. Et donc dans la mythologie, alors je ne sais plus si c'est la grecque ou la romaine, on va dire la gréco-romaine, il y avait aussi le mythe d'Icare qui s'envolait et qui s'est trop rapproché du soleil, voilà, ses plumes en sont tombées. Mais est-ce que finalement c'est pas allez, un mythe complètement déformé et où à la base c'était peut-être un véritable homme volant? On va savoir, parce que de toute façon, il y a aussi dans l'île de Pâques, tu sais, on a retrouvé des pétroglyphes, hein, donc gravés dans les rochers de la falaise d'Orongo. Et il y avait le culte du Tangata Manu, qu'on l'appelait l'homme oiseau. Alors, j'ai cherché d'ailleurs une représentation d'un de ces pétroglyphes. Bon, on en a dans plusieurs ouvrages, naturellement. Et bon, j'ai trouvé d'ailleurs sur Internet un livre que je ne connaissais pas, L'île de Pâques, le rite de l'homme oiseau. Et la couverture est faite justement avec un de ces fameux pétroglyphes hein, qu'on peut voir. Voilà. Donc, alors là, par contre, l'homme oiseau de l'île de Pâques, il a cette spécificité d'avoir un corps humain et une tête d'oiseau. Là, c'est l'inverse. D'habitude, on présente l'homme oiseau avec un corps on va dire, d'oiseau et une tête humaine. Et là, c'est le contraire. Alors, par contre, quelque chose de beaucoup plus intéressant, j'ai trouvé une tablette d'argile. Alors ça, tu la trouves pas sur Internet, je te le dis de suite. Je n'ai trouvé que dans un ouvrage que je possède sur les Amérindiens. C'était sur le site de Cahokia. Alors, Cahokia, ça se trouve dans le Missouri. D'ailleurs, c'est un site complètement extraordinaire. Parce qu'il n'a pas encore du tout été exploré. Il y a quelques petits essais de fouilles, mais 3 fois rien. C'est un site qui se trouve donc aux États-Unis, dans le Missouri, qui datait entre 800 et 1200 ans. Enfin, de toute façon, ça date du premier millénaire, hein, en règle générale. Et tu avais une centaine de pyramides. Tu entends bien, une centaine de pyramides. Genre de pyramides que tu trouves en Amérique centrale. Hein. Et ces pyramides sont sous des monticules de terre qui ne demandent encore qu'à être explorés. Alors, sur la centaine de pyramides, par contre, on estime qu'il y en a plus, je crois, qu'une trentaine qui pourraient être encore être explorées. Hein. Voilà. Mais des pyramides, et certaines qui sont d'une taille considérable. Hein. Et je sais que les quelques fouilles qui ont été faites, ils ont trouvé ils sont tombés sur des rangées de pierres colossales. Hein. Et ça, c'est aux États-Unis. Et personne encore ne s'y est vraiment attaqué d'une façon sérieuse, si tu veux. Et ce site de Cahokia, on a trouvé aussi d'ailleurs du maïs.
qui était cultivé et qui était tout à fait semblable au maïs cultivé par les Aztèques. Sauf qu'on n'est pas du tout au même endroit. Alors, cette tablette d'argile dont j'ai la photo, alors qu'est-ce qu'elle nous montre, cette tablette? Elle te montre donc un homme oiseau avec une tête humaine, mais le bec est avec un bec d'aigle. Hein. Donc le nez de l'homme est en forme de bec d'aigle. Et à la place du bras gauche, il y a carrément une aile d'oiseau. Voilà. Ça, c'est l'homme oiseau, on l'appelle, ou l'homme aigle de Cahokia. Et il porte également une boucle d'oreille, un pectoral, une coiffe que l'on retrouve dans les civilisations de Mésoamérique, si tu veux. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose d'assez méconnu, si tu veux, parce que c'est aux États-Unis, c'est dans le Missouri. Alors donc, on a rappelé un peu donc ces représentations d'hommes volants, hein, d'hommes oiseaux, que ce soit dans l'Antiquité grecque, que ce soit aussi dans les traditions de ces Amérindiens, mais des États-Unis, hein, qui avaient des traditions aussi d'hommes oiseaux. Et puis on va arriver maintenant à parler des témoignages. Alors là, les témoignages, là c'est pareil, j'en ai relevé un certain nombre. Alors, le premier que j'ai relevé remonte à 1877. On est le 18 septembre 1877 et là c'est un article du journal le New York Sun qui nous en parle. Alors figure-toi qu'on est à New York, à Brooklyn, et qu'est-ce qu'on voit dans le quartier de Brooklyn? On voit un homme chauve-souris qui s'amuse à survoler les lieux. Mais un homme chauve-souris, c'est-à-dire avec des ailes de chauve-souris et le corps de l'homme est entièrement noir et les ailes aussi naturellement. Et ça va durer cette histoire pendant 3 ans. On va le voir s'amuser à voler au-dessus de Brooklyn entre 1877 et 1880. Et ce qu'il aimait faire aussi, c'était passer au-dessus des têtes des habitués de Coney Island et s'amuser à faire des acrobaties aériennes juste au-dessus de la tête des gens. Alors, ça paraît complètement fou, mais il y a un article aussi dans le New York Times, dans le très sérieux New York Times, qui est paru en 1880, qui explique que les témoins qui ont parlé de cette créature étaient absolument dignes de foi. Il y avait des gens très sérieux dans les témoins, et donc on ne pouvait pas les remettre en cause, tous ces témoignages. Du coup, Bob Kane et Bill Finger, qui sont les créateurs de Batman, ils n'ont rien inventé. Ils sont bien inspirés, je pense, de cette histoire-là. C'est fort possible, surtout que c'était à New York, hein, donc hein, c'était pas dans une petite ville que cette créature s'est montrée. Alors j'ai retrouvé une créature similaire bien plus tard, en 1969, on est pratiquement à la fin de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'est au Vietnam. Ça s'est déroulé dans une forêt vietnamienne. Tu as un marine qui s'appelle Earl Morrison. Il est en compagnie de 2 autres marines hein, qui sont avec lui. Et ils sont de garde la nuit. Et puis d'un seul coup, ils voient une lumière dans le ciel qui s'approche d'eux. Et en fait, cette lumière devient de plus en plus imposante et ils s'aperçoivent que c'est une espèce de halo de lumière verte qui entoure une créature qui va passer juste au-dessus de leur tête et qu'ils vont pouvoir distinguer de façon très nette parce que la nuit est claire en plus. Ils vont voir une femme chauve-souris. Donc, un corps de femme mais les bras et les mains liés à des ailes de chauve-souris qui font partie intégrante d'ailes de chauve-souris. Et cette créature va voler et passer juste au-dessus de leur tête et ils décriront la créature comme étant de couleur entièrement noire. Donc c'est pareil, on retrouve les mêmes caractéristiques que pour l'homme chauve-souris de Brooklyn, c'est la même chose. Sauf que là, en plus, on a un halo de lumière verte qui va distinguer cette créature du Vietnam. Et là, on est en 1969. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Et là, on va aller en Russie, dans la région de Vladivostok.
Et on est en 1908 et là on a un certain Arseniev qui se promenait son chien près de la rivière Gobili et il s'aperçoit qu'il y a des empreintes sur le sol, sur la berge, et ce sont des empreintes de pieds humains, de pieds d'un humain qui marche pieds nus en fait, hein, voilà. Et d'un seul coup, il entend un bruit dans la forêt, mais un bruit assez important quand même. Et son chien se met à avoir une réaction aussi un peu particulière. Son chien a peur, il veut plus avancer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il jette une pierre dans le fourré, puis d'un seul coup, il voit une masse énorme, hein, et sombre. Alors, il a du mal à distinguer parce qu'il y a un petit peu de brume, de brouillard, mais il voit cette masse qui s'envole du fourré et qui va s'envoler et donc passer au-dessus de la rivière. Pardon. Et donc, il pense qu'il s'agit d'un homme-oiseau, mais il n'en a pas la certitude, il n'a que des soupçons. Par contre, cet homme-oiseau va être revu bien plus tard, enfin bien plus tard, dans les années 30, dans les années 40, et jusqu'en 1989, on va parler dans cette région de cet homme-oiseau, voilà, qui fait parler de lui. Alors maintenant, on va revenir aux États-Unis, et là, on est en 1953, on est à Houston, au Texas. Et à Houston, il y a une dame, Madame Walker, hein. Alors Walker, ça va nous faire penser bien sûr à Walker, le Texas Ranger, mais c'est peut-être un nom répandu, je pense, au Texas, ce nom de Walker. Mais toujours est-il que cette brave dame, pardon, elle est dans son jardin un soir d'été à prendre le frais. On est au mois de juin 1953. Elle est avec deux de ses voisins, hein, et ils sont là à prendre le frais dans le jardin. Et d'un seul coup, il y a une créature qui va se poser dans un pécanier. Un pécanier, c'est un arbre qui va se poser à seulement 10 mètres de distance d'eux. Donc, ils pourront voir de quoi il s'agit. Ils verront une forme humaine très grande qui fait quand même plus de 2 mètres de haut. Hein, c'est pas rien. Mais avec des ailes, dotées d'ailes. Et ce dont ils s'aperçoivent, c'est que cette créature, autour de cette créature, se dégage comme un halo de lumière grise. Et puis cette lumière, pendant à peu près 30 secondes, va baisser d'intensité jusqu'à disparaître presque complètement. Et puis d'un seul coup, ils vont entendre un bruissement d'ailes, mais un bruissement très fort, puisque la créature fait quand même plus de 2 mètres. Hein. C'est pas un petit oiseau là. Et d'un seul coup, cette créature va disparaître dans un grand éclair blanc. Voilà, donc ça c'est encore une histoire complètement extraordinaire. Alors, on va arriver maintenant au fameux Mossman, à l'homme mythe. Et là, ça s'est passé le 15 novembre 1966. Alors Mossman, cette histoire a lieu à Pointe-Plaisante, hein, en Virginie. Alors d'ailleurs, tu dois te souvenir de ce film qui a été tourné avec Richard Gere sur l'histoire de Pointe-Plaisante. Hein. C'est La prophétie des ombres. Moi, j'ai adoré ce film. Je pense que toi aussi, d'ailleurs, si tu l'as vu. Et donc, Mossman, la première fois qu'il apparaît à Pointe-Plaisante, c'est le soir. Il va poursuivre deux couples hein, qui se trouvent dans une même voiture. Il va, il va les poursuivre et ils vont faire tout leur possible, les deux couples, pour échapper à cette espèce de monstre, parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est... il y a, ce Mossman, il a une forme vaguement humaine, mais avec des ailes de chauve-souris qui font quand même 3 mètres d'envergure, hein, c'est pas rien. Il est d'une couleur grise, mais il a des yeux étincelants de couleur rouge. Hein. Alors les yeux rouges, encore une fois, que l'on retrouve. Et par contre, ces yeux rouges, pour Mossman, se trouvent à la hauteur de ses épaules. Alors, ça nous donne une idée un peu de la monstruosité de cette créature. Et il va les poursuivre sur plusieurs kilomètres, et pour lui échapper, ils vont être obligés de monter le compteur de la voiture jusqu'à 160 km/h.
Et encore à 160 km/h, ils ont du mal à le distancer. Alors bien sûr, ils vont en parler à la police, et la police va être submergée d'ailleurs euh, de, de dépositions de gens qui auront eu affaire à ce fameux Mossman. Et ça va durer cette histoire plusieurs jours, hein, naturellement. Plusieurs personnes vont apercevoir cette créature monstrueuse. Voilà, donc ça c'est Mossman en 1966. Alors maintenant on va aller en Grande-Bretagne, en Cornouailles. Alors là c'est un peu plus récent, c'est en 1976. On est le 17 avril 1976. Et là, on se trouve dans un petit village qui s'appelle Monane. C'est au-dessus de l'église de Monane. Ce sont deux petites fillettes qui vont d'abord apercevoir un homme volant, mais qu'elles vont décrire moitié homme et moitié hibou. Donc là, c'est pareil, c'est une créature complètement incroyable. Alors, les deux premières petites filles, parce qu'il y aura deux autres petites filles qui vont l'apercevoir, les deux premières petites filles, elles sont âgées de 12 et 9 ans, elles s'appellent June et Vicky Melling. Ce sont deux sœurs. Et elles vont voir donc cet homme hibou qu'elles vont décrire avec des yeux rouges, là encore, des yeux rouges très brillants, avec des oreilles pointues et les pieds qui sont en fait en forme de pince. Donc ça, c'est un détail assez intéressant parce que pourquoi avoir imaginé des pieds en forme de pince, c'est, à mon avis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer, ce genre d'histoire. Et cette créature de l'homme-hibou, qui va être baptisée sous le terme d'homme-hibou, cette créature va faire parler d'elle jusqu'en 1978. Donc pendant 2 ans, cette espèce de créature monstrueuse va hanter les environs de l'église de Monane, donc en Cornouailles. Alors après, j'ai deux témoignages beaucoup plus récents, puisqu'ils datent de 2014. Alors le premier, c'est un témoignage complètement ahurissant. Ce sont deux pilotes de ligne qui sont à bord d'un Airbus A320. On est en mois d'octobre 2014 et ils vont voir un homme volant, mais vraiment un homme, sans aucune combinaison particulière, qui vole à côté de leur appareil à 13 000 mètres d'altitude. Hein, tu entends bien, 13 000 mètres d'altitude. Alors, il y aura un rapport de fait, mais l'enquête ne donnera rien du tout. Et on se demande d'ailleurs même si ce n'est pas un canular, parce que comment est-ce qu'un homme peut voler à la vitesse d'un avion et à 13 000 mètres d'altitude? C'est complètement aberrant. Là, c'est voilà, mais bon, si c'est vrai, par contre, si ces deux pilotes de ligne ont véritablement vu cette créature, alors là, c'est quelque chose de proprement stupéfiant. Et toujours en 2014, alors ça, c'est une vidéo que j'ai pu voir sur Internet. Ça se passe en Inde, dans le nord de l'Inde. Alors le lieu exact, alors je vais très mal le prononcer parce que je parle pas l'indien. Alors ça s'appelle Qutb Minar. Il y a donc un très vieux minaret très très haut à cet endroit. Et là, cette vidéo, donc je l'ai visionnée. Alors, elle dure pas longtemps, elle dure un peu plus d'une minute, c'est tout. On voit donc deux jeunes Indiens qui sont en train d'être filmés, peut-être par un de leurs amis, je ne sais pas. Et d'un seul coup, on entend des cris de gens qui se trouvent à côté d'eux, et ils lèvent la tête dans le ciel, et celui qui filme va filmer également dans le ciel, et on voit un homme, enfin vraiment une forme humaine, mais sans aile, là, vraiment, on dirait un homme, qui est comme en vol stationnaire, en position verticale, au-dessus du lieu. Hein. Et puis, voyant qu'on est en train de l'observer, il se met après en position horizontale et il a les bras
vient de se mettre le long du corps et il part à toute vitesse en ligne droite. Et on le voit après revenir dans l'autre sens, mais partir toujours à pleine vitesse. Alors on dirait, tu sais, comme dans ces films de super-héros, genre Superman ou autre, qui est capable de... Voilà. Alors est-ce que c'est un canular? J'en sais rien. Franchement, t'as presque envie d'y croire parce que je te dis, à un moment, celui qui filme, il en oublie de filmer. Tu vois qu'il filme le sol. T'entends des gens qui s'affolent, qui crient. Bon, toujours est-il que cette vidéo, elle est visible sur Internet. Hein, elle a été mise en ligne en 2014. Alors, est-ce que c'est un trucage? Est-ce que je peux pas te dire quoi que ce soit de plus là-dessus. Si c'est vrai par contre, mais c'est stupéfiant, voilà. Mais tout le monde pourra vérifier, Mhm. pourra visionner, je veux dire, cette vidéo et se faire sa propre opinion, et c'est tout ce que je peux dire, hein. De toute manière, ça c'était une question que je voulais te poser, particulièrement sur les hommes oiseaux. Alors déjà, là où j'ai été très surpris, je m'attendais à ce que tu me racontes des histoires de tout petits êtres, tu vois, des elfings comme ça, avec des petites ailes, etc. Mais pas de bonhommes qui font entre 2 et 6 mètres de haut. Donc déjà, c'est assez impressionnant. Et du coup, là où je suis étonné, tu vois, c'est comme on a encore à l'époque moderne des témoignages d'hommes volants, comment est-ce qu'on a fait pour ne pas pouvoir en filmer réellement? Donc, alors il y aurait peut-être ce film-là, qu'on met quand même entre parenthèses, hein. C'est vrai que le problème des films qui sortent dans les années 2014, il y a beaucoup de fake, hein. Ouais, parce qu'on a la technologie aujourd'hui pour truquer les enregistrements. Voilà, pour faire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais est-ce que voilà, il y a jamais eu d'enregistrement un peu plus ancien, tu vois, fin du XXe siècle, de ces fameux hommes oiseaux? Pas à ma connaissance. Alors par contre, tu as soulevé quand même une question intéressante. Lorsque tu disais que tu pensais, j'allais parler d'êtres un peu plus petits, il y a des êtres féeriques. Il y a des fées. Alors, j'ai un ami d'ailleurs, un jour qui m'a donné une photo qu'il a prise d'une fée. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Tu vois un être, mais alors minuscule, hein, tout à fait minuscule. Et il a photographié la nuit. La lumière qui émane de cet être, elle est un peu jaune, brillante, hein, et tu vois nettement un petit être suspendu dans les airs avec 2 ailes de fée. Et pour lui, il ne fait aucun doute qu'il a photographié effectivement une fée. Mhm. Alors là, je peux t'assurer que c'est pas un trucage, ça c'est sûr et certain, parce que je connais parfaitement bien mon ami, hein, je sais à quel endroit il a pris la photo et tout, donc il n'y a aucun trucage de sa part, ça c'est sûr. Mhm. Mais alors, il y avait une photo qui circulait, je vais essayer de la retrouver. Elle circulait il y a 3-4 ans. C'est très troublant, parce qu'effectivement, ça ressemble à des phalènes, et avec le flash. Mais on voit vraiment les détails des bras, des jambes, etc. Et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas un montage? Est-ce que... voilà, Mais la c'est photo de compliqué, mon quoi. ami, c'est pas un montage, et tu vois un petit être, effectivement, avec 2 ailes, mais vraiment des ailes de fée. Et tu sais, quand on a parlé des Black Dogs avec Sir Arthur Conan Doyle, qui s'était inspiré des Black Dogs justement pour son chien des Baskerville, il faut savoir que Sir Arthur Conan Doyle s'est intéressé aussi aux fées. C'est les fameuses fées du Cottingley dont tu as dû entendre parler. Mhm. Là, c'est pareil, on a des photos, mais là, à la limite, les photos sont trop belles pour être vraies, si tu veux, parce que il y a de tels détails, tu as du mal à y Alors, croire, quoi. Voilà. sur cette histoire-là, il y a eu pas mal de rebondissements. Il me semble que c'est notre amie Elisabeth de Caligny qui en avait fait une émission là-dessus. Euh, Effectivement, il y aurait eu trucage, c'est-à-dire que les 2 gamines à l'époque auraient avoué que bien, elles avaient truqué les photos.
Sauf qu'il y aurait eu un rebondissement, il y a là aussi pas très longtemps, au moment du décès de la deuxième, donc la plus jeune des deux sœurs, où elle aurait dit que oui, elles avaient truqué, mais parce qu'elles n'arrivaient pas à reproduire, elles n'arrivaient pas à prendre les photos de ce qu'elles avaient vu, de ce qu'elles avaient vécu, et donc elles l'avaient reproduit pour pouvoir le montrer, et que ça s'était emballé, mais que malgré tout c'était réel, et les photos étaient truquées, mais ce qu'elles avaient vécu était réel. Voilà. Et puis elle a emporté son témoignage après dans sa tombe. D'accord. Moi, je connaissais pas, si tu veux, cette version de l'histoire. Tu me l'apprends là. Par contre, quand j'ai vu effectivement ces photos de faits, moi, ça me faisait penser effectivement à un montage. On aurait dit des images victoriennes, tu sais, qui auraient été découpées pour montrer des voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'elles avaient fait. Elles avaient découpé des images, voilà, dans un livre d'images pas très connu de l'époque, et elles avaient fait ça après un montage à l'intérieur, dans la nature. Et puis, vu les qualités photographiques de l'époque, les trucages étaient faciles. Ben voilà. Enfin voilà, donc, mais s'il y avait un fond de vérité, ben c'est bien, c'est bien. En tout cas, moi je vais t'envoyer une photo de fait, tu verras, c'est vraiment assez stupéfiant parce que là tu vois un petit être de lumière avec ses ailes et quand tu regardes bien de près, ben tu te dis mais on dirait une fée effectivement. Voilà. Après, je peux pas te dire ce que c'est exactement. Ah, je me souviens d'une dame aussi qui m'avait envoyé quelque chose d'assez énigmatique. C'était au bord de la rivière l'Aveyron. Elle avait photographié des petites lumières qui s'élevaient au-dessus du sol. Mais là, si tu veux, c'était vraiment que des lumières. Hein. Tu n'avais pas de forme d'être. C'était vraiment que des petites lumières. Mais par contre, qui étaient capables de mettre une ombre sur le sol. Donc, tu avais une consistance, tu avais une réalité du phénomène, puisque c'était capable de projeter une petite ombre sur le sol. Alors après, qu'est-ce que c'était que ça? Encore une fois, mystère. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était quand même incapable de truquer la moindre photo, cette dame. Elle m'a envoyé la photo, j'ai pu aussi reconnaître l'endroit, naturellement, puisque c'est un coin que je connais très bien. Et elle avait pris ça, pareil, un soir d'été, très tard, c'était la nuit, puis tu vois ces petites lumières qui s'élèvent au-dessus du sol, et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois mystère, mystère, mystère. Eh bien, écoute, on fera sûrement un de ces quatre, une émission spéciale Fairies. Ça fait longtemps que j'y pense, surtout qu'on a déjà abordé le sujet avec des photos de l'exposition de l'eau, hein, dont on avait parlé dans un miasme au début du printemps, où il y a de très très belles photos d'ondines. Voilà, écoutez, on essaiera d'organiser ça, je pense. Tu avais aussi quelqu'un de très sérieux qui s'était intéressé aux faits, c'était le maréchal d'Oding, hein, le héros de la bataille d'Angleterre, celui qui dirigeait la RAF, hein, la Royal Air Force. Il s'était passionné pour les faits, et il y croyait dur comme fer. Je suis pas étonné. De toute manière, tu sais, les faits, c'est comme les fantômes, c'est comme les ovnis. Il suffit d'être sur la bonne fréquence pour les voir. Et c'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Ok, eh bien écoute Pascal, merci pour ce passionnant phénomène des hommes volants, voilà, qu'on connaissait effectivement avec l'homme mythe, mais alors ces histoires d'hommes volants géants, c'est vraiment très très surprenant. Bon, on va se retrouver donc le mois prochain en décembre pour une causerie un petit peu particulière avec un ami à toi qui s'appelle Paul Sanda sur les Templiers d'hier à aujourd'hui, car aujourd'hui ils existent toujours. Et oui, donc ils sont revenus. Ok, bon, ben en tout cas je te remercie Pascal, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et puis si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle que elle doit son existence grâce à la contribution des tipeurs, des
coproducteur des émissions de Miasme TV. Donc voilà, si vous voulez nous aider, vous aussi, eh bien n'hésitez pas à venir sur le site de Tipeee et puis à donner, allez, même ne serait-ce que 2 € par mois, ces petits cailloux qui font des grandes rivières. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Et puis ça nous permet, nous, d'augmenter, d'améliorer la qualité des émissions, des enregistrements, et puis voilà, d'en faire toujours plus. Voilà, allez, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.